Qu'est-ce qui explique ce fossé entre richesse du pays et situation sociale de la population? Comment réduire ces inégalités criantes? Le gouvernement congolais s'est résolu à signer différents accords commerciaux. Le dernier en date, c'est celui avec les Émirats arabes unis pour l'exploitation de l'or, ce qui renvoie à un réel problème de transformation des ressources naturelles en RDC. Alors, quelle stratégie mettre en place pour mettre fin au trafic illicite et instaurer la transparence dans l'exploitation des richesses en RDC? Un réel défi auquel le pays devrait répondre pour se mettre sur les pas du développement. En République démocratique du Congo, entre potentialité en ressources naturelles et développement, il s'observe depuis bien d'années un paradoxe criant. Qu'est-ce qui serait bien à la base de cet écart? Plusieurs facteurs sont épinglés, notamment la mauvaise gestion de ces ressources, la faible capacité en transformation, la convoitise de ces ressources à la base de plusieurs conflits, l'exploitation illicite des minerais à la base des violations massives de droits de l'homme. Ces derniers est un mal qui perdure depuis des années. Ici, nous sommes indépendants. Chacun vient, travaille de manière autonome, va vendre le minerai au centre commercial et gagne de l'argent. Par rapport aux autres zones minières où j'ai travaillé, ici, je travaille dans l'ordre. Normalement, lorsque vous produisez et que vous exportez, vous avez une redevance à payer. Mais ce qui n'est pas déclaré, rien ne peut être payé dessus. D'où l'importance de pouvoir mettre en place des procédures qui puissent garantir la traçabilité de l'amont à l'aval. Il fallait bien stopper cette hémorragie, quand bien même irréalisable à court terme. Le chef de l'État avait pour autant décidé d'intensifier la coopération avec certains pays ayant déjà expérimenté l'industrie minière à travers différents accords commerciaux. Si la première tentative avec le Rwanda n'a pas abouti, la deuxième avec les Émirats arabes unis est prometteur. Les deux pays ont conclu un accord pour capter toute la production de l'or issue de la production artisanale et exporter environ 15 tonnes l'an. Cette cérémonie qui matérialise en fait un projet qui rentre parfaitement dans ma vision, qui consiste à faire profiter d'abord à la République démocratique du Congo et à son peuple des ressources naturelles qui se trouvent dans son sous-sol. Il y aura l'implantation de plusieurs entités de traitement dans la filière aurifère ainsi que dans la filière de 3T. Donc l'impact social, déjà, nous aurons à résorber le chômage à l'est du pays. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère qui mettra en place une chaîne de valeur en vue de lutter contre le trafic illicite parfois au prix de sang des Congolais. Ceci n'est pas la seule stratégie mise en place pour valoriser les ressources naturelles en RDC. L'on se souviendra également des appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers et bien d'autres accords signés pour permettre au pays de tirer réellement profit des richesses de son sol et sous-sol. Notre pays regorge des ressources pétrolières, mais qui pendant plusieurs années n'ont pas été exploitées. Et aujourd'hui, sous le leadership du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a décidé pour la toute première fois de mettre ces ressources à profit pour le bien-être des Congolais. On peut, et on le fait, de nombreux pays le montrent, qu'on peut avoir une production saine de ces hydrocarbures qui apporte énormément de choses au pays, économiquement, au niveau des... Et puis toute l'industrie du travail, tout en préservant l'environnement. La fuite des capitaux dans ce secteur pourrait être étouffée et la RDC pourrait accroître son influence sur la scène internationale. En début d'un banc connu sur les marchés congolais dans les secteurs miniers, le plus grand défi reste à développer une chaîne de valeur dans l'industrie minière et exporter les ressources déjà transformées sur place, reconnu comme premier producteur de cuivre en Afrique, premier fournisseur du cobalt au monde. Le pays est en deçà des prévisions en termes de revenus que devrait générer le secteur. La République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique basé sur les principes libéraux permettant à tout opérateur d'exploiter et de vendre librement les produits de son exploitation à des prix librement consentis sous réserve d'exécuter les obligations découlant des lois et règlements de la République.
La RDC pense ainsi implanter sur son territoire la première usine de fabrication des batteries électriques. Ce sera un véritable fer de lance de l'industrialisation des ressources naturelles. Le réel défi reste celui de l'amélioration en urgence dans la chaîne d'approvisionnement afin de tirer profit des opportunités offertes par la transition énergétique. Sur les 20% du territoire exploré, eh bien, nous avons des gisements qui vont jusqu'à 400 millions de tonnes de lithium. Ce qui, en fait, aujourd'hui, nous ramène à être la première grande réserve de lithium au monde, dépassant les gisements de Greenbush en Australie, qui n'a que 70 millions de tonnes de lithium. L'une des ressources composantes indispensables de la fabrication des batteries électriques est le lithium, dont le pays possède l'une des plus grandes réserves inexploitées au monde. Un marché qui suscite de l'espoir si et seulement si la RDC s'y lance dans l'optique d'industrialisation. Une adaptation qui déclenchera le développement des communautés environnantes des milliers d'exploitations. Même si l'État n'a pas toutes les cartes en main pour endiguer les trafics illicites de ces minerais qui revêtent parfois un caractère criminel, les réformes profondes sont essentielles pour valoriser ce secteur. Israël Moutal, on a l'impression de nager, de patauger dans les chiffres alors que sur le terrain, la réalité est tout autre. Le fossé existe, il est criant entre richesse, ressources naturelles et la situation de la population. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que le pays fasse asseoir son industrie et puisse faire décoller son économie? Il faut que nous ayons d'abord la culture de chiffres. Et c'est très bien parce que les chiffres parlent. C'est très bien d'avoir cette culture de chiffres, avoir des budgets, même à la maison, il faut éduquer les enfants déjà à tenir une petite comptabilité, avoir de l'argent de poche, à savoir que pour gagner de l'argent, il faut travailler. Donc c'est une culture déjà qu'il faut inculquer à nos enfants dès le bas âge et tout ça. Il faut absolument mettre fin à cette culture de l'argent facile, de Chanceloko Pamba. Non, 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 non. Notre prospérité, nous allons la bâtir par le labeur, par le travail. Donc respectons ou bien essayons de mettre en musique notre hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant par notre labeur. Et donc, la question des ressources, les ressources en elles-mêmes ne valent rien. Les ressources, c'est des potentialités. Mais pour chercher ces potentialités, qui sont dans notre sol et dans notre sous-sol, il faut ce qu'on appelle la capacité technique, la capacité financière et puis un bon management. Les villes de Johannesburg... Les 3 points sur lesquels nous accusons des faiblesses. Absolument. Notre État n'a pas de capacité financière à l'état actuel pour mener des explorations et pour faire une exploitation. Donc parfois quand je vois dans des budgets, les budgets de l'année passée où il y avait une ligne budgétaire consacrée à l'exploration, c'était une vaste blague. Et donc l'État avec les moyens actuels ne peut pas faire de l'exploration parce que l'exploration c'est une opération coûteuse et que c'est qui tout double. Voilà pourquoi l'État fait recours à des accords commerciaux avec d'autres pays. Voilà pourquoi vous faites quoi? Vous créez les conditions pour attirer des investissements nationaux et étrangers, mais on a très peu de bases nationales pour de tels montants. Et donc, il faut absolument créer les conditions pour attirer les investissements, afin que ces investissements, quand ils viennent, ils puissent justement mettre en valeur les ressources. Et alors, je disais que la ville de Johannesburg, par exemple, l'une des plus belles villes, l'une des plus grandes villes d'Afrique, la plus puissante, mais elle a été bâtie par rapport à quoi? Par rapport à l'or. On y avait découvert de l'or, mais on n'exploite plus de l'or aujourd'hui à Jobourg. Mais l'industrie de l'or a permis qu'il y ait des banques, qu'il y ait des assurances, qui a développé des services. Mais chez nous, comme est-ce que au Katanga notamment, la province la plus riche, plus particulièrement le Lualaba, et encore plus particulièrement la pointe de Kolwezi qui concentre une richesse fabuleuse, comment est-ce qu'on n'arrive pas, nous, avec cette richesse, développer de manière structurelle notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire de manière Aujourd'hui, concrète? on envie Dubaï, on envie le Qatar, mais qui était pauvre, plus pauvre que nous, mais avec du pétrole, avec du gaz, ils développent de manière structurelle leur pays. Et donc, on est dans un premier, on doit s'interroger quelle est notre vision
Il faut développer la chaîne de valeur, il faut des préalables, comme je le dis tout à l'heure, de l'énergie, mais il faut qu'il y ait une vision. Quelle est notre politique minière et tout ça. Et on a pris conscience, et encore une fois, je pense que l'État est un maillon, il y a plusieurs chaînes. Et dans cette chaîne, je salue la première révision de le code révisé 2018. C'était une première prise de contact où l'ancien régime, Joseph Kabila, ils ont dit non. Comment tirer le maximum de ressources, de ressources financières de nos mines. Ils ont notamment accentué la pression fiscale. Il y a une autre loi, la loi sur la sous-traitance, qui dit que quand vous faites un tel business de mines, parce que les mines, c'est plusieurs business qui viennent avec. Donc, il faut que des Congolais puissent accéder à ces marchés-là. Et donc, on va dans le bon sens, mais à moyen et long terme, il faudrait absolument que nous pensions à créer la chaîne de valeur dont on a parlé ici. Mais pour la créer, il faut de l'énergie. Parce que pour prendre le cuivre, le transformer en fil électrique, dans d'autres applications, ou le cobalt et tout ça, il faut absolument que, dans un premier temps, que nous mutualisons aussi nos ressources avec la Zambie, parce que nous avons presque les mêmes ressources du côté du sud. Mais ce pays est gigantesque, il y a des richesses fabuleuses partout. Et donc, il est scandaleux que nous mourions de faim, il est scandaleux que nous n'ayons pas de route, il est scandaleux que nous n'ayons pas d'hôpitaux, il est scandaleux que nos enfants n'aillent pas à l'école, il est scandaleux que nous vivions dans les conditions dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Donc, il faut à un moment que notre dignité d'homme, notre dignité de Congolais se réveille et dise non, on ne mérite pas cette vie. Il faut que ça nous choque, il faut que ça nous révolte et que nous ayons des hommes d'État, nous n'ayons pas, il faut combattre la corruption, il faut absolument rendre la gouvernance de manière transparente pour que les serviteurs de l'État soient réellement des vrais serviteurs de l'État et qui ne servent pas leurs penses. Merci Israël Moutala d'avoir répondu à nos questions. On vous retrouve certainement prochainement pour un autre décryptage. Madame, Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis et merci à tous ceux qui sont connectés sur YouTube et Facebook. Je vous retrouve les dimanches prochains avec un autre invité et bien sûr d'autres sujets sur lesquels nous allons débattre.